Tu le sais, le prix le plus bas, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment là où se construit le meilleur coefficient multiplicateur et c'est surtout là où les fortunes se font silencieusement. Et c'est ce qu'on va travailler d'ailleurs aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va décortiquer également parce que acheter du Bitcoin, en fait, à 50 000 $ sur un actif qui va potentiellement retourner à son ATH et on parle de 126 000 $, eh ben, tu fais le calcul toi-même. On parle de 2,5% comme ça direct. Donc, ça peut être très intéressant justement de détecter, de savoir un petit peu où est ce point le plus bas. Et d'ailleurs, si je te dis qu'il y a certains indicateurs qui pointent vers une zone encore plus basse que ça, avec des arguments solides, avec des chiffres, avec de l'histoire derrière, est-ce que ça change quelque chose à ta façon d'envisager ce bear market? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui de façon détaillée et à partir de maintenant. Donc, bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de cette série que je t'invite à regarder jusqu'au bout parce que ça va être très intéressant. Tu vas pouvoir y voir plus clair. Parce que dans l'épisode 1 que j'ai fait juste avant, je t'invite à aller le voir si tu l'as pas vu après cette vidéo, c'est fondamental parce qu'on a défini la zone temporelle du bottom, donc le quand. Et aujourd'hui, on va répondre à la deuxième question que beaucoup de personnes se posent, c'est pas quand, mais combien. Et pour ça, en fait, on va monter d'un cran parce que si tu me suis depuis maintenant un moment, si tu connais déjà certains indicateurs, on peut parler du RSI, on peut parler des supports, des bandes de Bollinger, des résistances, des moyennes mobiles. Ça peut te sembler un petit peu barbare, mais c'est un petit peu la base et on en parle d'ailleurs régulièrement dans les quotidiennes. Mais aujourd'hui, on passe à des outils un petit peu plus puissants, un petit peu plus précis aujourd'hui et plus adaptés à la lecture des bottoms de cycle parce qu'on va avoir 3 indicateurs que j'ai choisis et à la fin de cette vidéo, tu auras vraiment ma zone cible personnelle et le prix auquel je pense que Bitcoin va tomber et peut-être là, ça va être le moment peut-être d'injecter de la liquidité et on aura également la prévision d'un des coachs de mon club qui arrive à un prix un petit peu différent du mien mais ça sera justement très intéressant de voir son raisonnement et jusqu'à où il va et avec d'autres indicateurs. Donc, disclaimer très rapide avant de commencer, tout ce que je te partage ici, c'est mes analyses personnelles, c'est mon expérience de 8 ans sur le marché de la crypto et ce n'est en aucun cas un conseil financier. Investir comporte des risques et toi seul est responsable de tes décisions, au moins c'est dit. Donc si tu me suis depuis les quotidiennes, tu as déjà dû entendre parler du MVRV. Je t'en parlais d'ailleurs assez souvent, assez régulièrement même, parce que c'est un indicateur que je surveille de très près en phase de marché baissier. Et là, on va pas juste en parler en passant, on va vraiment le disséquer, le décortiquer pour comprendre ce qu'il nous dit aujourd'hui et anticiper justement le marché. Mais avant ça, commençons par Fibonacci. Les Fibonacci Retracement en anglais, parce que si tu connais pas encore Fibonacci, en fait tu rates quelque chose. C'est quasiment la base de l'analyse technique et j'ai d'ailleurs une vidéo très complète dédiée sur ma chaîne, je te la mettrai en description, tu pourras la voir juste après. Donc les niveaux de retracement de Fibonacci, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un outil qui permet d'identifier les zones où le prix a statistiquement tendance à trouver un support lors d'une correction. Et c'est justement ce qu'on va analyser aujourd'hui parce qu'on va analyser le bear market de Bitcoin. En particulier, bien sûr, ça sera un indicateur, un thermomètre pour les altcoins par la suite, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc ça a l'air assez complexe comme ça le Fibonacci, mais comme d'habitude je vais te le vulgariser pour que tu comprennes assez facilement. Et sur Bitcoin, il fonctionne avec une précision qui surprend même certains analystes expérimentés et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Donc voilà comment le tracer sur TradingView, tu vas voir, c'est assez simple, ça prend 30 secondes. D'ailleurs, si tu n'as pas TradingView, utilise mon bonus en description et crée-toi un compte, c'est indispensable de l'avoir à mon avis et tu vas voir, c'est hyper fun, c'est hyper ludique. Donc tu ouvres Bitcoin en daily, donc là je suis sur Bitcoin en daily avec le W ici, je peux changer l'intervalle, c'est hyper important, donc c'est en hebdomadaire et dans la barre d'outils à gauche, tu sélectionnes Fib Retracement, tu l'as ici, si tu laisses un petit peu en surbrillance, oui, ça apparaît, tu l'as juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dézoomer un petit peu sur la chart ici, comme ça on a le bottom du précédent cycle et là tu fais un geste qui est assez particulier, en fait tu vas cliquer sur le point le plus bas du cycle précédent, donc on parle à peu près d'ici et tu tires jusqu'au point le plus haut du cycle actuel. Et dans notre cas, en fait, le point bas, c'est les 15 500, 15 700 $. On va pas être méga précis, mais tu as compris l'idée et ça nous ramène à novembre 2022, le crash FTX. Et le point haut, eh ben, c'est la TH, les 126 000 Bitcoin et ça, c'était octobre 2025. Donc, je trace ici, je reprends les Fibonacci, tu vas voir, c'est très simple. Et en fait, je trace jusqu'à 126 000, je le vois affiché en haut à droite, on est là, 126. Et qu'est-ce qu'on remarque ici, il nous place automatiquement certains niveaux. Je vais me déplacer, comme ça tu verras un petit peu plus clair les différents niveaux et les différents niveaux de prix sur lesquels en fait on va rebondir et surtout on va argumenter
alimenté. Donc les deux qui nous intéressent particulièrement, c'est le niveau 0.618, il est juste ici, qu'on appelle le Golden Ratio, parce qu'en fait tout ce qui se passe dans la nature, c'est selon Fibonacci. Tu iras d'ailleurs faire tes recherches, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais c'est un peu complexe, mais tu vas voir, c'est super intéressant. Et ça nous ramène au 58 200 ici. Donc on a également le niveau 0.786 qui est juste là, et ça nous amène aux 39 200 $. Alors si tu te poses la question, attends, on va descendre jusqu'à 39 000, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc je vais pas t'expliquer tous les niveaux ici parce que c'est pas le but. J'ai une vidéo dédiée comme je t'ai dit dessus, je t'inviterai à la voir juste après. Mais regardons un petit peu l'histoire et ce que nous dit un petit peu sur ces différents niveaux-là. Parce qu'en fait, si tu regardes un petit peu ma courbe, ici on parle de 2018 et on parle également de 2022. Alors en 2018, Bitcoin a corrigé, son ATH était les 19 000 $. Rappelle-toi, c'est à peu près là où moi je suis rentré dans l'écosystème et il s'est arrêté à 3 200 $. Donc on a un retracement de 0,83. Ok, on note. En 2022, on a Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bitcoin corrige depuis les 69 000 qui était le point le plus haut, donc ce qu'on appelle l'ATH, All Time High, A pour All, T Time et H pour High, et il s'est arrêté à 15 500 $. Et là, on n'arrive pas sur un retracement des 0,83, mais on arrive sur un retracement des 0,78. Donc on note que les deux fois, en fait, le bottom s'est formé entre les 0,618 et le 0.786. Donc ça, c'est intéressant. Mais maintenant, là où justement je veux que tu réfléchisses, c'est est-ce que ce cycle-là peut être un peu moins profond que les précédents. Donc il faut savoir qu'on a les ETF depuis janvier 2024, on a également les institutionnels, on a une structure de marché qui a fondamentalement changé et ça a forcément un impact sur l'amplitude de la correction, d'accord? Mais on reviendra justement sur ma prédiction et ma zone personnelle. Mais tout d'abord, regardons un petit peu le deuxième indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le P-Cycle Bottom Indicator. Donc c'est moins connu du grand public, mais les analystes sérieux, comme moi, ne le quittent pas du regard, surtout quand on est en période de bear market. Et tu trouves directement dans TradingView ici, tu tapes juste là, P-Cycle Bottom, et tu peux choisir celui-là, celui de Doncic, pas les joueurs des Lakers, celui numéro 77. Donc il s'affiche ici, tu peux même aller dans les paramètres ici et tu vois un petit peu les différentes données. Je vais t'expliquer ça très simplement. Donc qu'est-ce qu'on voit? Justement, on voit la moyenne mobile 471 jours, donc c'est celle du bas ici. Elle est moins volatile parce que quand on parle de 471 périodes, on parle de 471 jours. Je vais y arriver parce que là, ici, on est en daily. Donc, c'est le prix moyen sur qui c'est 471 jours. Ensuite, à la moyenne mobile ici, donc ça, c'est la première. Et on a la deuxième ici, qui est la moyenne mobile 150 jours cette fois-ci. Donc, 150 périodes si tu le souhaites. Donc, elle est multipliée par 0,745. Et d'ailleurs, tu le vois ici. 471 jours, 150 et le coefficient multiplicateur. On va zoomer peut-être un petit peu comme ça, tu verras un petit peu plus clair sur... Faire un petit reset. On va y voir beaucoup plus clair sur ces deux moyennes mobiles. Je vais y arriver. C'est un petit peu technique, mais tu vas voir en fait avec un petit peu de maîtrise, tu y arrives. Donc on a la première moyenne mobile ici, 461 jours, et la moyenne mobile, 150 jours. Donc quand ces deux lignes se croisent par le bas, le signal est donné. On va voir d'ailleurs historiquement où est-ce que ça nous a emmené. Et l'historique est justement difficile à contester parce que si on regarde par exemple décembre 2018, on a le croisement ici à 3200 $. Tu vois le croisement ici, on est par exemple, et tu le vois représenté par une flèche, tu l'as juste affiché ici avec cet indicateur hyper puissant, tu as le P-Cycle Bottom ici, décembre 2018, et ça nous a emmené tout simplement au croisement des 3200 $. Bottom exact. Si on regarde mars 2020, tu te rappelles, mars 2020, c'était la période Covid. Maintenant, si on regarde juillet 2022, on a eu le croisement ici avec le P-Cycle Bottom. Alors, il faut savoir qu'on a eu un Black Swan ici, donc c'était pas non plus le bottom, on n'était pas très très loin. On était à peu près à 3000 $ près. Donc, on a eu 3 cycles, on a 3 signaux et on a 3 bottoms qui ont été capturés. Aujourd'hui, en fait, ce croisement n'a pas encore eu lieu. On va zoomer un petit peu et tu vas voir que le croisement n'a pas encore eu lieu et il peut arriver d'ailleurs dans quelques semaines. On va en parler juste là. Mais ça confirme une chose simple, on n'est pas encore au bottom. Donc, et selon la trajectoire un petit peu sur les deux courbes ici, ce croisement est attendu entre juin ici et septembre 2026. Donc, ce qui colle parfaitement justement avec la fenêtre temporelle de l'épisode 1. Donc, ce que je veux justement que tu retiennes sur cet indicateur-là, c'est qu'il ne te donne pas un prix à l'avance. Il te donne un signal de confirmation en temps réel. Et quand tu vois justement ce croisement apparaître sur ton graphique, eh ben, tu as une validation technique très solide. Et c'est là justement que tu agis avec conviction. Et c'est le principal quand tu es investisseur et pas comme ça dans le flou. Et justement, comment agir avec combien et selon quelle stratégie, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 3. Et je peux te dire qu'avec justement mon équipe, on a travaillé sur quelque chose de vraiment très précis dans cet épisode 3 et assez puissant pour ce bear market justement pour faire le meilleur coefficient multiplicateur. Donc je te conseille vraiment de ne pas rater cet épisode. Je t'en parlerai, mais la
petite cloche des notifications, surtout pour être notifié directement. Mais on n'en est pas encore là. Donc, troisième indicateur, comme je te le disais, si tu suivais les quotidiennes, tu m'as souvent entendu parler justement de ce qu'on appelle le MVRV Z-Score. Et c'est l'un des outils les plus fiables pour mesurer où on en est dans un cycle et notamment pour identifier les zones de capitulation. Et pour cela, en fait, tu le trouves sur TradingView, tu tapes MVRV, je vais y arriver, Z-Score, tu l'as juste là, tu l'affiches et s'affiche juste là. Bon, c'est affiché en doublon, je vais en retirer un, tu l'as juste là. Alors justement, on va en parler. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, le MVRV, il faut savoir déjà que ça veut dire Market Value to Realized Price. Donc concrètement, en fait, ça compare la valeur du marché actuel à tous les bitcoins en circulation avec leur coût d'achat moyen historique et c'est ce qu'on appelle la valeur réalisée. Et quand le Z-Score, on va le voir juste après, passe en zone verte, sous zéro, ça signifie que la majorité des holders sont en perte. Donc la majorité des propriétaires de bitcoin sont en perte. Et ça montre également que le marché est sous-évalué par rapport à ce que les gens ont réellement payé. Et historiquement, en fait, c'est exactement là que la smart money accumule les wells, les institutions, les fonds d'investissement. Et ce, en silence sans en parler. Donc, je suis en train de te révéler un petit peu un secret de Wall Street ici, parce que pendant que beaucoup paniquent, eh ben, il y en a qui accumulent justement dans cette zone-là. Donc, regardons un petit peu les données ici. Tu vas voir, c'est intéressant. Parce que si on regarde un petit peu décembre 2018, ici, je vais dézoomer un petit peu et tu vas voir les dates qui vont s'afficher juste là. Donc, on a décembre 2018, on a un Z-score à 0,4. D'accord? Bitcoin était à 3200 $. On l'a vu tout à l'heure. Mars 2020, crash Covid, le Z-score était à il faut être précis, moins 0,2. Donc, Bitcoin était à 3800 $. Donc, tu vois, moins 0,4, moins 0,2. Et novembre 2022, donc crash FTX, on a un Z-score qui est à, cette fois-ci, moins 0,3. Donc, Bitcoin était à 15 500 $. Donc, aujourd'hui, la valeur réalisée de Bitcoin se situe autour de 48 000 à 50 000 $ si on se réfère justement à ce MVRV Z-score. Et c'est un chiffre vraiment qui dit vraiment très long et beaucoup sur l'évolution structurelle du marché. Parce que en 2020, qu'est-ce qu'on a vu? Cette valeur réalisée était aux alentours de 8 000 $. 2022, elle était à 22 000 $. Et aujourd'hui, elle est entre 48 000 et 50 000 $. Donc, le plancher se lève à chaque cycle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est mécanique. Finalement, c'est mécanique si on voit le principe de halving qui est représenté ici par les lignes justement en pointillés. J'ai une vidéo d'ailleurs sur le halving si jamais tu veux la voir et comprendre justement cette théorie des cycles qui est hyper importante. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un super cycle. Pour l'instant, les cycles sont respectés et donc ça vaut le coup, pourquoi pas, de s'intéresser encore au halving, la diminution des récompenses de mineurs. Bref, je ne vais pas donner plus de détails. Mais qu'est-ce qu'il faut noter? C'est qu'un MVRV en zone de capitulation, je vais y arriver, correspondrait aujourd'hui à un Bitcoin entre 40 000 et 55 000 $. Et là, en fait, on a trois indicateurs qui commencent à nous parler. Parce que souvent, en fait, un indicateur peut nous envoyer dans le mur. On a le P-Cycle tout court qui nous a envoyé dans le mur. On a le Rainbow Chart tout court qui nous a envoyé dans le mur. Donc, c'est pour ça qu'il faut coupler plusieurs indicateurs, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, si tu veux que je te parle de beaucoup d'indicateurs, je peux te faire une vidéo pure indicateur crypto. Tu me les mets en commentaire. Mets-nous un maximum d'indicateurs et je te fais une vulgarisation de tous ces indicateurs dans une vidéo. Ça me fera super plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde un petit peu cette zone de confluence. Donc, on a un Fibonacci à 0,618 jusqu'à 0,786, donc on parle entre 39 000 et 58 000 $. On a le P-Cycle Bottom, donc c'est un signal qui est attendu entre juin et septembre 2026. Et on a le MVRV Z-Score avec une zone de capitulation entre 40 000 et 55 000. Donc cette zone de confluence, en fait, elle est maximale. Là où justement les trois se recoupent, eh ben, c'est entre 40 000 et 55 000 $. Et dans cette zone, le fameux rapport risque-récompense ou ratio reward devient difficile à ignorer de façon rationnelle. Et maintenant, voici un petit peu ma zone personnelle. Je vais t'en parler maintenant parce que personnellement, en plus de ces trois indicateurs, moi, je regarde surtout la moyenne mobile 200 qui est représentée ici par la ligne bleue. Alors, le plus pertinent, c'est de regarder en weekly. Donc, je vais passer en weekly ici. J'ai juste à mettre W. Non, mais là, je suis dans les indicateurs. Je rappuie sur D. Je mets double boîte. Je vais faire comme ça à la mano, à l'ancienne. Je suis en W. Donc, en fait, ici, on a la moyenne mobile 200 jours et qui a toujours été, je crois qu'elle s'affiche pas. Elle n'est pas affichée. Elle est juste là. J'avais pas la continuité. Parce que si on regarde, par exemple, sur 2018, oula, là, j'ai vraiment zoomé. Alors, moi, je me mets souvent en logarithmique, logarithmique. Selon justement certains indicateurs, je passe en logarithmique. Mais regardons un petit peu le cycle de 2018. Qu'est-ce que nous dit cette moyenne mobile 200? D'ailleurs, tu peux la voir dans les indicateurs. Ici, tu as tous mes favoris. C'est gratuit. Tu as juste à copier-coller, rechercher ici dans TradingView. C'est pour ça que c'est intéressant d'acheter TradingView Pro parce que sinon, tu n'as que deux indicateurs, je crois peut-être trois. Et avec le payant,
qui est pas très cher au fond, mais ça vaut le coup quand même de payer. En plus, tu as un bonus en description si jamais tu veux passer par TradingView. En fait, tu peux avoir tous ces indicateurs un petit peu favoris, les rajouter et tu n'es pas limité. Mais revenons un petit peu sur la moyenne mobile 200 jours. On voit que sur le cycle de 2013, on a rebondi ici. Alors, on a eu des mèches. Ça, il faut bien le noter. On va en parler juste après. On a eu des mèches, mais finalement, c'était un support assez important. La moyenne mobile 200 jours, tu l'as, tu vois. La moyenne mobile 200 jours, elle est juste là. Tu as également sur le cycle de 2017, on a rebondi une fois, deux fois. Et ici, bon, on a méché un petit peu sur 2 semaines, mais finalement, ça a servi un petit peu de support. Ici, 2021, c'était un cycle assez, quand même assez particulier. On a le crash Covid, on a Luna, etc. Ce qui fait que pour une fois, on allait en dessous de la moyenne mobile 200. Donc, on a eu des zones encore plus intéressantes d'achat. Et pour l'instant, on est toujours, alors on a failli mécher, ça nous ramène début février 2026, on a failli mécher pile poil sur la moyenne mobile, ici 200, mais ça n'a pas été le cas. Donc on n'est pas allé chercher. À mon avis, on va à minima toucher la moyenne mobile ici, voire potentiellement mécher un petit peu plus bas comme ce qui s'est passé sur les précédents cycles. On va zoomer un petit peu là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette moyenne mobile ici, c'est une référence absolue sur Bitcoin parce qu'elle a toujours été, enfin pas toujours, elle était de très nombreuses fois, je vais essayer de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, mais elle a été de très nombreuses fois reprise en zone de rebond comme on l'a vu. Zone de rebond majeure, des fois on a méché. Et souvent ça a été le signe justement d'un bottom sur le cycle. Elle n'a jamais été cassée durablement en tout cas, c'est ça que je veux dire. Et ça c'est quelque chose que j'observe depuis maintenant pas mal d'années. Et aujourd'hui en fait cette moyenne se situe aux alentours des 58 000 $ et elle progresse environ 1500 à 2000 $ par mois. Parce qu'en fonction du prix de Bitcoin, forcément la moyenne va baisser ou va augmenter. Bon là, en bear market en général, elle va continuer de baisser. Et sur une projection à septembre 2026, elle sera aux alentours des 55 000 ou 57 000 $. Et quand je croise ça justement avec le Golden Ratio de Fibonacci à 57 700, non on avait dit 58 000 à peu près, et ben on est sur ma zone cible, c'est-à-dire les 58 000 $. Et c'est là justement que je réfléchis en zone de bottom et pas en prix exact. Parce que comme je t'en ai parlé, je ne crois pas au prix exact. On en a parlé dans l'épisode 1, il n'y a pas de prix exact, il n'y a pas de zone parfaite en se disant tiens le bottom il va toucher. Parce qu'il y a toujours un black swan, il y a peut-être un élément, la Fed qui va baisser, augmenter les taux. Et ça, en fait, on ne peut pas le prédire. Mais on peut tout simplement essayer de réfléchir, en tout cas s'amuser. En tout cas, c'est là où je m'amuse dans la crypto, c'est de définir une zone de prix et une zone de temps, justement sur une zone plus bas. Parce que c'est là où on veut faire et on va faire les coefficients multiplicateurs les plus importants. Donc comme je te disais, on pourrait y voir une mèche baissière, comme on l'a vu précédemment, et pourrait y avoir un black swan, un signe noir, qui pousse violemment plus bas de façon ponctuelle. Mais ma zone de référence, ma zone de confiance ici, c'est les 58 000 $. Donc il faut réfléchir un petit peu en moyenne. Mais maintenant que je t'ai dit ça, on va avoir un coach de mon club privé, le club X, qui arrive justement à un chiffre un petit peu différent. Et son raisonnement mérite justement vraiment qu'on l'écoute parce que justement, il va voir cette zone de confluence avec d'autres indicateurs. Écoutons-le et on se retrouve juste après. Oui, Julien. Je vois que tu sors le sweat là, c'est l'hiver. Ouais, ça y est. Et non, moi, c'était par rapport aux ateliers qu'on a fait lundi et mardi, où en fait, on a essayé de définir un maximum le bear market. Et on s'est rendu compte que c'est sur l'axe de temps, c'était forcément plus compliqué que sur l'axe de prix et que ça dépendait beaucoup de la macro. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec les membres, on avait évoqué qu'on pourrait peut-être l'évoquer ce soir, un petit peu tout ce qu'on a fait en travail commun pour justement avoir ton regard dessus et puis compléter un peu cette partie macro qui peut des fois nous échapper un petit peu. Eh ben, très bien. Bah, on peut commencer par ça. C'est vrai qu'on s'est dit avant le live faire un petit point par rapport aux ateliers lundi et mardi, c'était ça, non? Ouais, en fait, c'était lundi accumulation bear market et j'avais prévu de le faire, de tout faire sur ce soir-là. Et finalement, on a eu le temps de faire qu'une moitié. Et vu que le lendemain, c'était échange ouvert, on a fait partie 1, partie 2. Et du coup, on a pu approfondir vraiment le sujet. Ok, parfait. Alors, pour ceux qui étaient là, ce sera un petit peu de la répétition, mais je vais juste redétailler un petit peu rapidement tout ce qu'on avait vu ensemble. Donc, le concept, c'était pour définir le bear market, de travailler l'axe de temps et l'axe de prix et de quadriller tout ça. Donc, on avait commencé d'abord par l'axe de prix. On avait utilisé les volume profiles pour voir tout simplement les zones de prix sur lesquelles il pouvait y avoir du volume et peut-être de l'intérêt. Et donc, voilà, la synthèse directement, c'est qu'on a deux gros supports, un qui est à 42 000, un autre qui est bien bas à 22 000 et plusieurs petits supports liés au volume profile. Donc ça nous fait voilà une première... Tu peux remettre les volume profiles, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Secondes. Alors, on l'a fait d'abord sur cette zone ici. Donc, le gros support ici, c'est le POC, le point de contrôle, donc sur 42 000. Le big support, c'était quand on prenait à partir du bottom. Et sinon, sur cette zone, on a une zone
ici avec des forts volumes, un petit pic ici qui avait fait support, et après on n'a pas fait plus haut parce qu'après c'est plutôt des résistances, donc pour l'instant on n'ira pas les tester, et ensuite volume profile étiré pour toute la zone de cycle, et du coup bon là c'est un peu plus estompé, on a toujours ce niveau qui ressort, et le plus gros volume d'échange il a été fait à 23 000 pendant la partie basse. Si tu peux expliquer en 2 mots les volume profile et également les 2 codes couleurs. Oui, complètement. Les volumes profile, ça va être les volumes d'échange par niveau de prix. Donc tout simplement, ici, sur toute la zone qui est colorée ici, là où il y a eu le plus d'échanges en volume, c'est tout simplement sur ce petit bout ici par rapport à tout le reste. Alors forcément parce que ça dilue, et ici c'était l'accumulation, mais c'est vraiment les niveaux de prix où il y a eu le plus d'échanges. Et puis pour les couleurs, alors je pense que le bleu c'est le vert et le rouge, le rose c'est le rouge, mais c'est tout simplement achat-vente, généralement, ça peut être assez proche du 50-50. En tout cas, je dirais que c'est pas ça qui va être le plus intéressant. C'est vraiment, est-ce que on a des zones ici qui se démarquent? Et quand on prend vraiment la partie montée bull run, là, du coup, c'est un peu plus clair. Donc voilà, ça a fait office tout simplement de support ou de résistance parce que ça a été une zone d'accumulation. Donc si on revient, par exemple, ici, vu qu'il y a eu beaucoup de volume dans cette zone, ça risque de réagir et de repartir. Ça, c'est bon pour tout le monde aussi, avec les petits pouces en l'air. Normalement, pour ceux qui étaient là, c'est vu. C'est parfait. Donc, là-dessus, du coup, c'est plutôt factuel, hein. On a un niveau qui est très très bas, à 22 000. Est-ce qu'on ira le chercher? C'est peut-être un petit peu bas, mais sinon, 42 000, c'est le plus gros support de tout le cycle qu'on peut avoir. Donc ça, c'était pour le VP, pour le volume profile. Ensuite, on avait fait de l'analyse de structure. Analyse de structure basée tout simplement juste sur le graphique et ce qu'on perçoit. Donc là, par exemple, cette ligne ici, ça a fait résistance tout le long. Ça a fait support ici. Donc, c'est une ligne support-résistance par rapport à la structure du cours. On en a défini 3 autres ici et qui matchaient bien aussi avec l'ancien cycle. Et on en a une en bas qui a fait support puis résistance et qu'on n'a pas retesté. Donc ça, c'est vraiment juste des supports et résistances basés sur le prix et qui viennent compléter les volumes profile. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'elles se trouvent pas au même endroit. Donc ça cartographie encore mieux l'axe de prix. Donc ça, voilà, pas plus de commentaires là-dessus. Ce sera également des zones de prix qui peuvent faire réagir. Donc là, ça quadrille pas mal. Ensuite, on a fait des Fibos. Donc sur les Fibos, basés sur l'ancien cycle, ici, tout le retracement, il s'est fait entre 0,118 et 0,786. Donc Golden Zone, et puis c'est reparti. Cette zone-là, sur le cycle, elle se situe entre 58 000 et 40 000. Donc ça, c'était intéressant à constater. Et si on efface les Fibos pour y voir plus clair, et qu'on regarde juste un Fibo sur le retracement, le dernier qu'on a eu, ça match plutôt bien aussi. 4,236, fin de poussée. On a fait le 1, le 2, et il reste à toucher le 3 avant d'atteindre potentiellement la fin de poussée. Donc ça valide la Golden Zone par le retracement de toute la poussée du cycle et ce petit retracement, la continuité de la baisse. Donc voilà, ça c'est pour la définition de la Golden Zone. Donc on va juste garder ça. Si on regarde avec notre structure, ça correspond aussi à notre plus gros support qu'on a en long terme et à des zones de résistance ici, fin de support. Ça, c'est bon aussi pour tout le monde, pour le Fibo, la Golden Zone? Ouais, ok, super. Du coup, maintenant que on a vu ça, on a regardé aussi d'autres points. Et du coup, là, c'est tout simplement les order blocks. Les order blocks, pour faire une définition très simple et rapide, dès qu'on a des bougies, d'accord, qui forment une impulsion, donc, voilà, comme ça, et tout simplement, la première bougie, enfin la dernière bougie rouge, donc baissière, avant d'avoir les bougies vertes, ça peut former un order block. Si on a une zone d'accumulation, par exemple, donc latéralisation avant, tout simplement, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train d'accumuler dans cette zone. Et ici, les vendeurs, du coup, ont fait chuter le cours. Eux, ils absorbent. Donc souvent, on aura une mèche sur cette dernière bougie rouge. Et en fait, on n'arrive pas à maintenir le prix. Ça décolle. Et tout simplement, il peut y avoir des ordres qui restent en attente dans cette zone. Et dès qu'on revient la tester, souvent, ça réagit vivement. Parce qu'on vient déclencher ces ordres-là. Ouais, Julien, tu veux compléter sur la définition avant que je... Ouais, juste très rapidement, effectivement, ce mouvement, souvent dans l'order block, ce mouvement baissier qu'on voit juste avant, en fait, c'est un mouvement, je dirais, provoqué donc par les algos, la dernière bougie rouge, là, comme tu as montré. Et en fait, du coup, les algos sont obligés de passer des milliers d'ordres de vente pour aller chercher une zone de liquidité qui se trouve en dessous. C'est pour ça, comme tu dis, il y a souvent une mèche parce que ça vient chercher une zone de liquidité. Et en fait, les algos, comme ils ont passé beaucoup d'ordres de vente pour faire baisser le prix, en fait, ils laissent des ordres de vente ouverts dans cette zone-là. Donc, on peut voir ici, par exemple, le mouvement pour aller chercher le bas, en fait, ils ouvrent des ordres de vente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le prix il monte, finalement, ces ordres ils restent ouverts à la vente. Donc, ils sont en perte, finalement.
Et c'est pour ça que très souvent, on revient dans ces zones parce que ça permet aux instits de fermer ces ordres à break-even ou alors en limitant les pertes. Et c'est pour ça qu'on vient revoir ces zones, c'est parce que c'est des positions en perte qu'on vient refermer après. Ouais, exactement. Et du coup, ça se vérifie bien avec, là, vous voyez l'order block qui finit au niveau de la petite mèche rouge. Et c'est pile poil ce qu'on a été chercher ici sur la chute aux 60 000. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a un deuxième qui est beaucoup plus gros et qui est en attente ici jusqu'à 48 000. Et pour information, hop, on en a un tout petit ici en weekly. Vous voyez, on a un tout petit ici juste avant l'impulsion. Pour information, du coup, sur le dernier cycle, le petit avant l'impulsion, ça a formé le bottom. Donc ça veut pas dire que ça va se reproduire, mais c'est intéressant de le constater. Et du coup, cet order block ici correspond également avec notre bas de golden zone, avec notre plus gros support en point de contrôle. Et il faut passer par cet order block-là pour pouvoir atteindre cette zone. Donc, du coup, ça fait vraiment une zone qui est très, très forte en support, mais qui est très, très forte en aimant aussi avant qu'elle soit touchée. Donc, voilà. Et ensuite, fair value gap. Fair value gap, c'est tout simplement juste l'écart. Dès qu'on a une grosse bougie comme ça, le prix, il est pas travaillé. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, on a une grande poussée et tout simplement la mèche de la bougie précédente en haut et la mèche de la bougie suivante en bas. Ça forme un fair value gap. Et ce fair value gap, justement, c'est un niveau de prix qui n'a pas été consolidé, sur lequel on a tendance à revenir pour consolider. Et par exemple, ce fair value gap en weekly, vous voyez, c'est pile poil la zone aussi qu'on a travaillé avant de repartir. Donc, fair value gap, on en a ici et là. Et donc, fair value gap, ça fait pas du tout support. Ça fait plutôt aimant et du coup, ça tombe bien, on a un support comme derrière. Donc ça, c'est pour les niveaux. Là, j'ai fait à peu près le tour de tout le quadrillage sur l'axe de prix. Donc, on a les fair value gap, on a les order blocks, on a nos supports faits par le volume profile et la golden zone fait à partir de Fibo, reconfirmé ici. Et on a quand même gardé les trendlines ici de déclinaison pour le support long terme. Donc voilà, ça c'est pour la partie axe de prix. Après, on peut passer à l'axe de temps. Hop, axe de temps, on va épurer un petit peu les tracés. Sur le timing, alors du coup, c'est beaucoup plus simple. On est parti sur une base justement des anciens cycles pour définir la fin de down. Donc à chaque fois, on a la descente, puis la latéralisation qui forment le bear market. Là, la descente, au niveau de l'historique, elle est censée s'arrêter le 18 mai. Ça coïncide avec le changement au niveau de la Fed. Ensuite, on avait fait une évolution du range de bear, c'est-à-dire que à chaque fois, le range, ici, il était très long. Là, il a été 2 fois plus court et 2 fois plus haut. Et du coup, l'évolution, ce serait qu'il soit potentiellement encore plus court. On s'est fait la réflexion de se dire, est-ce que c'est une évolution? C'est-à-dire qu'on passe d'un grand bear market à un moyen, à un tout petit, ou est-ce que on doit toujours être sur des bear markets moyennement longs? Mais ici, ça a été accéléré avec le pricing des ETF, puis les ETF qui ont poussé derrière. Et donc, peut-être que c'est pas une évolution de bear market de plus en plus petit, mais juste ici, par l'entrée dans l'ère institutionnelle, on a eu une accélération de la montée. Donc, on l'a pris en compte et on s'est dit, on va faire les deux. Ici, c'est l'évolution du range, s'il doit y avoir une évolution. Et si jamais c'est pas le cas et qu'on s'est trompé et que c'était juste dû aux ETF, ça devrait être plus long. Et du coup, l'extension sans les ETF, ça correspond à ça à peu près la moyenne. Les autres dates, ici, cette ligne, c'est le bottom. Donc, ça arrive un an après. On s'est référé à ça. Et ensuite, on a les mid-term ici. Donc, c'est pas très loin. Et on a considéré que 6 mois avant les mid-term, ce serait plutôt favorable pour que justement au niveau macro et ce qui pourrait être décidé lors des mid-term, que ce soit pas non plus la catastrophe au niveau macroéconomie US. Donc c'est là-dessus aussi où on aurait besoin d'un peu plus de détails. Et du coup, c'est tout pour l'axe du temps. Alors, avec cet axe de temps et les niveaux du coup qu'on a définis verticalement, la structure ici et puis notre golden zone, on a essayé de faire des scénarios. On en a établi surtout un. C'est le suivant. Hop, trop bas. Voilà, c'est-à-dire que ici, on l'a fait un petit peu au doigt mouillé par rapport à ce qu'on avait. Le but, c'est pas de chercher une vérité, ni un scénario précis, ni pour faire des longues, des shorts ou attendre un point bas pour rentrer. C'est juste d'avoir une idée un petit peu de comment ça pourrait se dérouler. Et donc ici, on viendrait peut-être faire un rebond, décrocher, peu importe, venir sur cette zone d'accumulation, taper le support et après repartir. Et donc ça, on en est resté là-dessus. Et personnellement, du coup, il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, pas vu. Et moi, après les ateliers, je revérifie les analyses pour vérifier qu'on n'a rien oublié ou pour voir s'il n'y a pas quelque chose finalement qui était impertinent. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué
Alors bon, j'ai appelé le dossier oulala, mais pas de stress. C'est sur la symétrie qu'on peut avoir en fait dans tous ces graphiques. On l'a pas pris en compte et c'est un peu de l'analyse à l'œil de la structure. Si on regarde un petit peu l'ancien cycle, il y a plein de symétries partout. C'est-à-dire que par exemple, si on le fait grossièrement, on a un pic puis un deuxième. Bon, ok. Par contre, si on zoome un petit peu cette zone, eh ben on peut voir qu'ici, on a un pic, on monte, on a un pic, avant de retoucher le bottom. Et en fait, on a toujours un axe vertical, généralement de symétrie. Alors, pas exact, mais quand je regardais ça, je me disais, où pourrait être cet axe de symétrie sur ce cycle-là? Et j'ai l'impression que c'est à peu près ici, tout simplement. Et du coup, par rapport à notre proba qu'on a fait ici, ben, on est sur une poussée, épaule, tête, épaule. Et puis là, on rechuterait. Alors, on rechuterait en remontant. Mais là, ça me fait très symétrique par rapport à ça, justement. Donc, est-ce que ce serait pour aller plus bas, encore plus loin? Ça me paraît un peu bas et un petit peu loin. Et la réflexion complémentaire sur tout ça, c'est que on utilise beaucoup l'ancienne descente qu'il y a eu pour essayer de se situer parce que on constate que c'est très similaire. C'est-à-dire que ici, si on regarde le top et qu'on aligne, c'est relativement très proche. Et en fait, vu que c'est des fractales et que tout est symétrique et se ressemble, on peut aussi le dupliquer d'une autre manière. Visualisons que ici, alors c'est vraiment au doigt mouillé, mais vous allez comprendre l'idée. Ici, c'est les 126 000, d'accord. Ensuite, hop, on chute avec la longue mèche d'un coup. On touche les 80, on latéralise, on fait les 97,5, on chute et on décroche, et là on est à 60 aujourd'hui. Ce serait notre niveau d'aujourd'hui. Et en fait, il resterait toute cette branche-là. Quand je le superpose, hop, à l'échelle, ça nous donne ça, hop, ici comme ça. Et dès que je regarde le cours comme ça, ben, pour moi, ça fait un petit peu plus cours réaliste, d'avoir un rebond, etc. Et donc, j'ai juste essayé de faire un scénario dessiné à la main, basé sur notre temporalité. Et j'arrive aussi sur un deuxième scénario beaucoup plus long et beaucoup plus piégeux, parce que c'était ça aussi la réflexion. S'il y a un grand piège dans tout ça, où est-ce qu'il peut être? Et du coup, je me disais que si mon tracé était des bougies, je trouve que ça ne m'étonnerait pas tant que ça si ça se passait comme ça. Et je pense que ce serait le plus gros piège. C'est-à-dire que c'est favorable, du coup, on est dans la théorie où ça latéralise, ça remonte, on fait du DCA là-dessus, ça repart, on commence à casser des niveaux ici, un peu de FOMO, on achète, on se fait ramasser, c'est là où on touche les bottoms. Et après, parce que du coup, fin de mid-term, peut-être qu'après les mid-term, si ça se passe pas bien, quoi qu'il arrive, bah, peut-être que justement Trump va peut-être pas faire de son meilleur. Alors je ne sais pas ça sur la partie macro, mais ça correspond toujours en tout cas avec nos niveaux et puis notre structure, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour compléter. Là j'ai refait la petite explication et j'ai complété avec cette approche où ça me paraît beaucoup trop long cette partie-là. Mais en termes de niveau et de réaction, ça me paraît pas déconnant non plus. Et à voir s'il y a un catalyseur pour vraiment faire ça. Mais en fait, hop, Proba 1, c'est globalement la même chose, sauf qu'il y a un piège et ce sera juste plus long. Mais bon, le bear market, plus c'est long, plus c'est bon. Donc, on va pas s'en plaindre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc comme tu l'as vu, en fait, on a deux analyses. La mienne, celui d'un coach, et c'est intéressant justement d'avoir et de voir ce qui est possible de faire, comment deux personnes peuvent analyser un petit peu différentes, mais on a deux cibles un petit peu différentes. Moi sur les 58 000 et lui, il est plus sur les 48 000. Et dans les deux cas, en fait, on est dans une zone de confluence des trois indicateurs qu'on a vus ensemble. Et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, et c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo, c'est que personne ne peut donner le prix exact. Et quand on a des analystes indépendants, avec des outils différents qui convergent justement vers la même zone, eh ben c'est rarement un hasard. Et dans l'épisode 3 d'ailleurs, on va rentrer dans le concret. On va utiliser les données de l'épisode 1, de l'épisode 2 pour justement mettre en place une stratégie béton. Et avec mon équipe, on a travaillé sur quelque chose de vraiment très puissant, une méthode d'accumulation qui sera adaptée spécifiquement à ce bear market avec des niveaux d'entrée définis, avec des montants selon ton profil et justement un timing qui s'appuie sur tout ce qu'on a vu dans les premiers épisodes. D'ailleurs, en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas ici à remplir ton journal d'investissement comme chaque mois. Et c'est cette méthode-là très simple qui m'a permis de passer de fauché à millionnaire en l'espace de 18 mois. Donc, mets-la en place, tu l'as sur Kojo. Tu as un abonnement en bas, c'est sans engagement. Tu peux ici y accéder et tu as tous mes indicateurs et tu as toutes mes charts. Tu peux y accéder librement et gratuitement. Enfin, c'est inclus dans Kojo. Donc, n'hésite pas à en profiter dès maintenant de Kojo pour définir ta stratégie et préparer justement la troisième vidéo. Donc, et je pense sincèrement que l'épisode 3, ça sera le plus important de la série. Et franchement, tu n'as pas intérêt à le manquer. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification parce que ça va arriver très vite. Et si tu veux aller encore plus loin, ne pas attendre justement les épisodes et être accompagné en temps réel sur ce bear market, c'est exactement ce qu'on fait dans le club avec des coachs, avec des ateliers, avec du coaching en one-to-one qui n'existe nulle
part en France, des personnes hyper compétentes, tu l'as vu, et on est entre 50 et 70 membres maximum. Et chaque jeudi, tu te retrouves en live avec moi à 21h. On fait des revues de marché en live et on a des coachs qui partagent leurs analyses comme tu viens de le voir. On a des alertes sur des indicateurs. Donc, quand par exemple le PCI Call se rapproche du croisement et quand le MVRV entre justement dans cette zone verte, on est tous là en même temps. Donc on rate pas ces moments-là. Et surtout, tu vas traverser le bear market avec des personnes de confiance, des personnes qui sont expérimentées et des personnes qui sont disciplinées, qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent le marché et ce qui change tout justement au niveau psychologique et surtout au niveau stratégique. Donc pour postuler, tu as le lien qui est en description et en commentaire épinglé. Tu as un court formulaire avec un appel gratuit avec mon équipe. C'est totalement gratuit d'avoir un appel. Au moins, tu as des informations sur le club et après, libre à toi de venir ou non. Donc au minimum, il faut savoir que tu repars avec des conseils qui sont concrets et si le club te correspond, on se retrouve à l'intérieur. Mais le plus important, sache que je suis dans le domaine de la crypto depuis maintenant 8 ans. J'ai traversé plusieurs cycles. Là, c'est le 3e. J'ai plusieurs fois connu le bear market. Maintenant, je connais un petit peu comment ça fonctionne, comment en profiter. Et on a connu, comme aujourd'hui, plusieurs moments où tout le monde pensait que c'était fini. Et à chaque fois, ceux qui avaient une méthode, ceux qui avaient une zone, ceux qui avaient une stratégie, là, ceux-là sont ressortis très largement gagnants. Alors, il faut savoir que les vidéos te permettent d'avoir des informations, mais pour aller vraiment dans le concret, il faut qu'on voit selon ton profil, selon ton portefeuille, selon ton objectif. Et c'est pour ça que justement, j'ai créé ce club-là. Et si tu veux que je développe certains autres points, comme le MM200W, les on-chain flows, la psychologie du bear market, dis-le-moi en commentaire parce que je fais vraiment du contenu en fonction de vos retours, de vos commentaires, de vos feedbacks qui justement orientent cette série d'épisodes. Donc j'ai vraiment besoin de vous là-dessus et bien sûr, dis-moi en commentaire à quel prix tu penses que Bitcoin va toucher son bottom et puis on verra une fois qu'on l'aura touché qui aura raison. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à un maximum et comme je te l'ai dit, si tu n'as pas encore vu l'épisode 1, il est disponible juste ici et l'épisode 3 va s'afficher juste là dès qu'il sera en ligne. Mais d'ici là, tu peux regarder cette vidéo qui va aller en profondeur et dans la continuité de cette vidéo. C'était Julien, à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Ciao.